Merci, bonjour à tous et bienvenue à ce dernier webinaire sur les mesures dans le cadre de notre projet collaboratif. Donc, dernier webinaire de mesures de ce projet collaboratif. Nous avons 3 séances interactives, on l'espère, du moins avec des mises à jour des équipes qui partageront le nombre de patients qu'ils ont inscrits dans leurs initiatives, qui partageront aussi des résultats préliminaires de processus et enfin la rétroaction d'équipe en équipe ainsi que la rétroaction des enseignants et du personnel. Donc, nous accompagne aujourd'hui Jillian Demens, responsable de la coordination et de la mesure pour le programme Inspired, ainsi que conseillère en mesure. Elle nous appelle de Chicago. Melanie Rathgaber, qui nous appelle de Charlottetown. Jen Verma, ainsi que moi-même, ici à Ottawa, au bureau de la FCISS. Nous avons un certain nombre d'équipes qui sont prêtes à partager leur mise à jour. D'abord, on entendra parler de Barb Baker, qui est gestionnaire du projet de l'autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse, autrefois appelée South Shore Health. Ensuite, Trina Banco, spécialiste en amélioration de la qualité, et John Yu, responsable de la division de la médecine interne générale de Hamilton Health Sciences. Ensuite, Pam Wilton, qui est éducatrice en soins infirmiers du programme COLD du Centre de sciences de la santé de London, en Ontario. Ensuite, Delila Villalobos, coordonnatrice de la recherche, et Deborah Casey, pneumologue, responsable de la mesure qui nous appelle du réseau universitaire de santé. Ensuite, nous aurons les équipes françaises qui seront interprétées sur la ligne anglaise. Nous aurons Ginette Dubé, infirmière clinicienne au CISSS Bas-Saint-Laurent, autrefois le C3S Rimouski-Neigette. Ensuite, Odette Arsenault, directrice des maladies chroniques et chef d'équipe, ainsi que Christelle Pellebois, gestionnaire de l'amélioration du rendement, pour l'équipe d'autrefois C3S Pierre de Sorel, maintenant CI3S Montérégie-Est. Ensuite, Val Fleming, gestionnaire de l'utilisation des services et responsable de mesure, ainsi que Jane Wielden, gestionnaire des soins critiques et des soins respiratoires à Grey Bruce. Ensuite, Joy Mekachak, j'espère que je prononce convenablement, et Corey Paul, qui sont gestionnaires en pratique avancée à Alberta Health Services. Et enfin, Peter Henderson, psychologue à l'hôpital d'Ottawa et aussi responsable des mesures de son équipe. En plus de ces équipes, nous aimerions entendre parler des autres équipes qui sont en ligne. Donc, on aimerait que vous posiez des questions, que vous partagiez votre expérience. Et par ailleurs, les enseignants et le personnel offriront leurs réflexions pendant l'exposé des équipes grâce à la boîte de dialogue et par la suite pendant la période de questions. Chaque équipe aura 10 minutes pour faire sa mise à jour et la téléphoniste interviendra lorsqu'il ne restera qu'une minute à l'exposé. Alors d'abord, nous entendrons parler de Barb Baker de l'autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse, ensuite John et Trina de Hamilton Health Sciences et ensuite ce sera Pam à London. Alors je vous cède la parole, Barb. Merci beaucoup. Je présume que tous m'entendent bien et j'espère que le volume est assez élevé. Merci beaucoup, Claudia, de cette invitation et aussi de m'avoir accommodé parce qu'un changement de dernière heure. Il semblerait qu'on ne soit pas les seuls à vivre un chamboulement. Nous, à l'autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse, nous sommes en train de rassembler les différentes entités en une seule, en date donc du 1er avril, et les choses vont comme prévu. Et là, j'aimerais vous rappeler quelle sera notre intervention pour ce qui est de ce modèle adapté aux besoins du client. Et alors, nous avons établi un protocole qui comporte différents volets. Premièrement, un séjour de 7 jours, et cela c'est pour accroître la coordination et l'ordre des activités en milieu hospitalier. Nous avons aussi prévu un volet éducation, l'idée étant de venir en aide, d'encadrer la famille et le patient. Et ensuite, après le congé de l'hôpital, il y a un suivi et tout ça s'inscrit dans le protocole et on assure donc des tests, du suivi, tout cela après le congé. Et après 7 à 10 jours, eh bien, il y a le centre d'éducation. Ça, c'est notre clinique externe pour les différents patients. Donc, j'ai oublié de vous dire, à la droite de la planche sur le protocole, nous avons identifié quels outils
nous utilisons à chaque étape. À l'hôpital, la première partie, c'est une entrevue donc qui est menée par l'inhalothérapeute qui est de l'équipe et puis on étaye le dossier qui sera transmis à la clinique. Ainsi, les cliniciens sont en tout temps au courant de cette information à laquelle ils ont accès. Une semaine, 2 semaines après le congé de l'hôpital, eh bien, on procède à un test par téléphone et le tout est fait au moment où la personne s'amène au centre d'éducation de la MPOC et puis ces gens-là reviennent pour un test de la fonction pulmonaire dans les 2 mois qui ont suivi le congé et en ce moment-là, c'est selon les besoins, il y a un suivi donc assuré donc entre la clinique et le soignant. Après 6 mois, c'est à ce moment-là que l'on procède à un deuxième contrôle et à ce moment-là, on procède aussi à l'entrevue sur les espoirs, sur les attentes. Nous avons donc adopté ce protocole le 17 avril dernier et jusque-là, 6 patients le suivent, ce protocole, entre le 17 avril et le 31 mai, plus précisément. Et donc, laissez-moi vous dire que c'est toute une tâche. On est un petit peu là impressionné, mais on apprend beaucoup, on tire beaucoup d'enseignements de tout ça et on apprend donc au jour le jour et on apporte les changements voulus. Je voulais donc vous parler des défis qui ont été les nôtres, surtout du côté de la mise en œuvre. Il y a donc des congés précoces. Je ne vous cache pas que cela nous a surpris. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr qu'il y a eu des un séjour assez prolongé. Dans certains cas, c'était jusqu'à 7 jours. Et bien sûr, c'est problématique parce que, bon, ça perturbe le cheminement prévu. Ensuite, il y a aussi les critères, c'est, bon, l'éducation, les communications, tout ça lié au protocole. Il y a beaucoup de travail qui se fait, donc c'est formidable. Ce que cela veut dire, c'est que quiconque à la MPOC doit respecter le protocole et on a entendu tenter plus et qu'il faut être très précis à savoir, bon, quel est le programme, en fait, dans ce cas-ci, le protocole à qui il s'applique plus précisément. Donc, on y travaille, ça c'est sûr. Et on constate que les centres hospitaliers ne complètent pas toujours le plan d'action. Ce n'est pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, mais c'est tout simplement un petit pépin de communication que l'on a eu. Donc, on essaie d'améliorer nos communications avec les hôpitaux. On essaie de tirer au clair les attentes. Il y a eu aussi quelques discussions quant aux ordonnances enfin aux directives plutôt, et vous savez, chaque situation est unique. Hein. Donc, avoir une directive permanente est contre-indiqué. Encore une fois, c'est une question de communication. Et nous avons aussi les patients qui sont à l'extérieur, donc qui sont à l'extérieur du territoire, qui relève quasi d'une autre compétence. Bon, ça peut être problématique parce que bien sûr qu'il faut respecter les frontières, etc. On traite aussi avec les différents partenaires qui ont leur propre zone d'implantation et nous avons quand même fait beaucoup de formation, de coordination, de communication, que ce soit ici entre les équipes ou dans les autres compétences. Donc, mais il n'est pas dit que les gens assurent un suivi rapidement. Donc, voilà ce à quoi on travaille. Rien de très grave comme tel, mais quand même, il faut y travailler. Pour ce qui est de la mesure, eh bien, encore une fois, les congés précoces ont toute une incidence sur la mesure. Nous ne pouvons pas, donc, procéder aux interventions comme prévu et
Et voilà qui vient fausser l'information corrigée. Les documents sur le protocole ne sont pas complétés par les équipes d'inhalothérapeutes, d'infirmières, de soignants. Donc, il nous manque quelques éléments de données qui seraient des plus utiles aux fins de l'éducation permanente, de la collaboration entre les équipes. On a eu un problème en particulier avec le lien. Donc, on les initie donc à ce lien alors qu'ils arrivent à l'hôpital. Ce sont les inhalothérapeutes qui leur présentent la trousse du patient. On dit aux patients de remplir le tout, d'amener ça avec eux lorsqu'ils vont à leur rendez-vous. Donc, on rappelle aux gens de se servir de ce lien. Et lorsque les patients arrivent donc à leur rendez-vous, eh bien, on leur demande, avez-vous apporté la trousse? Ah non, bon, eh bien, voici une autre copie, veuillez compléter. Et ensuite, on a le CER, on n'a toujours pas complété. Et le clinicien, à ce moment-là, doit dire, ah, vous n'avez pas complété le tout, mais faisons-le ensemble. Mais il y a manifestement un petit problème, là, un problème qu'on essaie de régler une fois pour toutes. Donc, on a loupé quelques-uns des tout premiers patients. Pour ce qui est des systèmes d'information sur les patients, si vous regardez toutes ces différentes étapes, bon, l'implantation, le soignant en soins primaires, bon, ce sont différents systèmes de communication. Alors, ce n'est pas aussi simple qu'on l'aurait souhaité, dans le sens que si c'était le concept du guichet unique, tous pourraient se rendre, dire, bon, est-ce qu'ils ont fait ceci, est-ce qu'ils ont fait cela, est-ce qu'ils sont allés à leur rendez-vous auprès, donc, du soignant, etc. Bon, ça, c'est encore une œuvre en chantier. Et pour ce qui est du code, ben, si on a 6 patients, il y a 6 variables, et donc le codage devient très important. Et ce que l'on constate, c'est que l'équipe d'inhalothérapeutes en centre hospitalier, eh bien, n'est pas suffisamment précise pour ce qui est des variables. Donc, on y travaille également. Alors, sur cette planche-ci, on parle des réussites que l'on a eues. Je vous ai parlé des défis, mais on a aussi eu du succès. On voit des améliorations pour ce qui est du temps passé avec les patients, et aussi pour ce qui est du transfert de l'information. Les cliniques obtiennent de plus en plus d'informations que jamais auparavant. Si je pense, bon, à l'époque où les gens venaient les voir, hein, et toutes les équipes de soins, eh bien, accompagnent le patient sur tout son cheminement. Et à ce moment-là, il y a les gens aussi en communauté qui offrent des soins, qui voient ce qui se passe en milieu hospitalier. Et on a eu de très bons succès grâce à cela. Et lorsqu'il s'agit des mesures, eh bien, j'aimerais vous en parler de 3 en particulier. J'espère que vous voyez bien en haut à droite. La durée moyenne, eh bien, c'était 10,6 jours pour tous nos patients. Et pour le protocole, c'était un protocole de 7 jours, c'était l'objectif. Et on est 8,6 jours pour nos 6 patients. C'est ça la moyenne. Et quant à la pertinence des soins, les écarts, évidemment, l'objectif était moins de 10%. On n'a pas tout à fait atteint le 10%. Le pourcentage réel, c'est 100%. Mais il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Et pour ce qui est des compétences de survie, ça, c'est en milieu hospitalier. Donc, le genre d'éducation qu'il faut dispenser au patient avant qu'on lui donne son congé. Alors, c'est ce qu'on estime être essentiel. L'objectif est de 100% pour les patients, que les patients, donc, fassent le nécessaire avant leur congé, mais la réalité est tout autre, c'est seulement 20%, ce qui veut dire que le moyen, pour le pourcentage moyen atteint, c'est de 70%. 70% des points sur la liste, donc, sont exécutés avant le congé du patient. Voilà donc l'information que j'ai pu corriger pour cette mise à jour. Mais j'ai une question pour vous tous, alors qu'il me reste qu'une seconde, une question au sujet d'inclure vos données pour les groupes témoins dans l'ensemble des données. Est-ce que vous y ajoutez votre tout premier groupe
de témoins dans les rapports que vous produisez ou est-ce que vous gardez ça à part? J'aimerais bien entendre vos réponses. Merci beaucoup. Merci, Barb. Merci beaucoup d'avoir voulu partager cela avec nous. Avant de passer à la prochaine équipe, nous allons attendre dialogue pour voir s'il y a des questions ou des réponses, mais j'aimerais vous signaler les commentaires de Mélanie. On a un petit peu de retard. Mélanie va faire des commentaires dans la boîte de clavardage. Alors, bon, c'est très bien pour vos planches sur le protocole. Quel est votre score alors qu'on est en tout début? Nous avions recommandé dans un premier temps qu'on fasse ça par personne pour que vous puissiez constater le changement avec le temps. Et on voit aussi les mesures de progrès réalisés, les pourcentages et figures. Et voilà, c'est peut-être pas aussi élevé qu'on le souhaiterait, étant donné les défis que vous relevez, mais c'est sûr que ça ne peut que s'améliorer avec le temps. Et pour ce qui est du cheminement que vous suivez, bon, c'est à la table ronde, on a bien dit qu'on voulait assurer le suivi avec les intéressés. Ce serait bien d'avoir une mesure et d'inclure cette mesure dans votre protocole. Donc voilà, vous allez vouloir y réfléchir et là, on va passer à notre prochain titre de Hamilton. À vous. Bonjour. Bonjour. Alors, ici John Yu. Alors, je suis responsable de l'évaluation pour l'équipe Inspired de Hamilton. Trina Banco, qui est une membre importante de l'équipe et spécialiste en amélioration, m'accompagne. Alors, je vais quand même faire l'exposé au nom du groupe. Cependant, Trina voudra peut-être renchérir si je mets quelque chose d'important. Alors, voilà. Je n'ai pas de diapo qui vous donne un aperçu du programme, alors je vais peut-être verbalement, très globalement, décrire à quoi ressemble le programme et notre mise en œuvre de ce programme. Alors, notre programme fondé sur Inspired se trouve à l'hôpital général de Hamilton, qui est un hôpital universitaire important ici. C'est un partenariat intéressant de divers groupes. Vous avez l'hôpital, Hamilton Health Sciences, donc la direction ainsi que le groupe de médecins composé de pneumologues et d'internistes nous ont fortement appuyés. Ensuite, nous avons le CIC, qui est le fournisseur de services à domicile dans la région, qui est un partenaire actif. Et ensuite, un prestataire de services d'oxygène privé, Vital Air, qui est un partenaire clé, en plus de Health Links de notre région. Vous ne connaissez peut-être pas Health Links si vous n'êtes pas de l'Ontario. Il s'agit d'une stratégie qui est proposée par le gouvernement de l'Ontario, qui est mise en œuvre dans des localités comme la nôtre, qui vise à réduire l'utilisation des ressources sanitaires chez les usagers fréquents. La raison pour laquelle je parle de Health Links, c'est que bien qu'il ne soit pas un partenaire explicite du programme, il y a certainement énormément de synergie et même de chevauchement entre ce que fait Health Links et ce que l'on fait, car un grand nombre des usagers fréquents des services sont admissibles à Inspired, étant donné que leur maladie, dans bien des cas, est très avancée. Alors, il y a un élément hospitalier qui permet d'identifier les patients atteints d'une MPOC de niveau 4 ou 5, selon le test de spirométrie. Et donc, nous avons aussi prévu un plan d'action qui comprend une ordonnance qui est remise au patient au moment de son congé hospitalier, ainsi qu'une certaine éducation. Suite au congé, les processus clés sont une éducation permanente fournie par une allothérapeute et Vitalaire. Donc, il y a une série de visites à domicile qui sont prévues. Ensuite, le CASC
délègue une personne à domicile qui travaille à la préparation ou à l'établissement préalable des soins. Je vais à présent vous présenter certaines des mesures principales pour les processus comme les résultats. Du côté des mesures de processus, nous nous centrons sur le plan d'action du patient. L'a-t-il reçu au moment où il a reçu son congé? Il y a d'autres mesures que nous suivons, mais c'est celle sur laquelle je vais me concentrer pour les fins de ce bref exposé. Et ensuite, sur le plan des mesures de résultats, nous nous servons du CTM et d'autres, mais essentiellement, ce que l'on souhaite voir changer, c'est de voir si le programme peut réduire la fréquence des visites aux urgences parmi cette population de patients et réduire le nombre d'admissions à l'hôpital. Alors, je vais vous montrer certaines des données précoces que Trina a pu colléger jusqu'à présent. Trina, avez-vous quelque chose à ajouter d'ailleurs sur ce que je viens de présenter? Trina Banco. Non, rien du tout. Je pense que c'est très clair. On explique très clairement ce qu'on veut faire. Alors, continuez. Dr. John Yu. Bien, alors je vais vous présenter cette diapo qui vous présente le recrutement des patients. Donc, nous avons lancé le programme en février de cette année et en rouge, vous avez le nombre cumulé de patients inscrits jusqu'au 10 juin. Et donc, il y a eu un cumul rapide de patients au départ et les choses ont ralenti depuis. Alors, 22 patients inscrits depuis quelques mois et 7 qui ont terminé le programme. Et un certain nombre qui suivent toujours le programme. Alors, je demanderai à ma collègue Trina de renchérir s'il le faut, mais essentiellement, ce qui paraît manifeste, c'est qu'il faut quand même beaucoup d'efforts, du moins du point de vue des ressources humaines, et enfin c'est notre cas, pour recruter des patients dans le programme et de le faire à l'hôpital. Donc, on a une coordonnatrice qui travaille à temps partiel au projet, qui fait ce travail pour nous, ce travail de recrutement. Mais essentiellement, il faut plus d'efforts que je n'anticipais. Ensuite, à la diapo suivante, vous avez la mesure de processus principale, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet à un patient d'avoir un plan d'action pour la prise de médicaments si jamais, après le congé, ce patient a une exacerbation, un problème, qu'il n'ait pas besoin de s'adresser à un médecin pour s'occuper lui-même de ses ennuis. Alors, avec les 22 patients inscrits, 20 ont reçu un plan d'action pour la prise de médicaments avant de recevoir leur congé. Donc, il s'agit d'environ 91 %. C'est un bon pourcentage. Pour les quelques patients qui ne l'ont pas reçu, une personne est toujours hospitalisée au moment où on a rédigé cette diapo, donc elle n'a pas encore reçu son plan d'action. C'est impossible de mesurer. Et pour la seconde personne, eh bien, le pneumologue a estimé que dans son cas, elle a des difficultés de santé mentale, des difficultés sociales, et donc le plan d'action se prêtait mal à sa situation. Alors, je pense que nous avons une réussite relativement bonne pour cette mesure de processus. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'autres défis sur le plan de la mise en œuvre de toutes les autres étapes du programme. Et nos partenaires, les gens des soins à domicile et les gens de Vitalaire, suivent tous les autres éléments du processus. Et à la fin du programme, nous allons pouvoir faire un retour sur ces données et déterminer si nous avons effectivement réussi ou si certains éléments sont un échec. Ça nous permettra de raffiner nos données. Alors voilà pour les processus. Je vais passer à la diapo suivante. Une chose sur laquelle on s'est influé, c'est les visites aux urgences. Trina me corrigera si j'ai tort, mais essentiellement, ce que nous avons tâché de faire,
je vais tâcher de vous montrer ce qu'on souhaite mettre en exergue dans la diapo, c'est que parmi les patients inscrits au programme, vous constaterez que on a un échantillon de 20 personnes, car il y a 2 personnes pour lesquelles on n'a pas des données complètes. Enfin, je ne vais pas vous présenter tous les détails, mais bon, vous voyez que l'échantillon que nous avons est de 20 patients. Et pour cet échantillon, on a tâché de dire artificiellement, tout le monde commence le même jour, même s'ils ont été inscrits au fil d'une période de plusieurs mois. Mais présumons qu'ils ont commencé tous le même jour. Si on fait un retour dans le temps sur une période de 12 mois, quelle est la moyenne des visites aux urgences pour ce groupe de 20 personnes? Nombre de visites aux urgences par patient, par mois, pendant cette période de 12 mois. Donc, par rapport aux visites aux urgences avant l'inscription à Inspired. Donc, c'est ce que vous présente bleu. Alors, les 12 mois qui ont précédé l'inscription. Donc, le nombre moyen de visites aux urgences pour ces patients qui ont par la suite été inscrits au programme. Donc, alors, vous avez les chiffres à l'écran. De 0 visites, essentiellement environ 0,5 visites par patient par mois. Et ensuite, vous avez les chiffres après l'inscription. Donc, il y a une réduction. On verra bien sur une plus longue période de temps quelle a été la réduction, mais on constate quand même une diminution considérable des visites. On a fait la même chose pour les hospitalisations. Voici la diapo en question. Donc, on examine le nombre d'admissions par patient par mois dans les 12 mois qui ont précédé leur recrutement au programme Inspired. Donc, vous avez une augmentation d'utilisation de l'hôpital avant leur inscription à l'hôpital et par la suite, jusqu'à présent, ces hospitalisations ont diminué. Mais évidemment, il faudra examiner la question sur une plus longue période de temps. Et des choses comme le caractère saisonnier de la maladie m'intéresse, c'est-à-dire que les gens ont sans doute beaucoup plus de problèmes pendant l'hiver que pendant l'été avec leur MPOC. Et s'agit-il d'une variation aléatoire ou s'agit-il véritablement d'un signal? Mais c'est essentiellement ce que nous constatons jusqu'à présent. Et voilà, c'était notre dernière diapo, donc je vais m'arrêter ici. Trina, avant de céder la parole à l'animatrice, y a-t-il quelque chose que vous voulez ajouter? Trina Banco. Non, pas du tout, c'était très complet. Merci, John. John Yu. Eh bien, merci à vous, Trina, d'avoir colligé tous ces renseignements. Claudia Amar, avant de passer à London, je vais quand même signaler quelques éléments. Pour rejoindre ce que disait Barb un peu plus tôt, à savoir s'il faut se servir des données précoces et les inclure dans les données du groupe étudié, Mélanie propose de se servir d'un diagramme de progression pour le faire. Vous vous rappellerez peut-être qu'en avril dernier, on vous a montré comment élaborer un diagramme de progression, mais on sera heureux de vous rappeler comment le faire si vous avez des difficultés. Et quelques observations sur votre exposé, John. D'abord, la diapo sur le nombre de patients qui ont un plan d'action. Mélanie propose que vous la mettiez sur un diagramme de progression mensuel qui montre le nombre de patients qui reçoivent un plan d'action tous les mois. Et par ailleurs, pour le diagramme des visites aux urgences, elle dit que c'est très bien présenté et que c'est important de voir que vous pouvez signaler la différence entre l'inscription ou en fait le résultat du programme et que ce serait intéressant de le partager. Alors, de nouveau, à vous, Pam, de London. Est-ce que vous m'entendez? Bon, moi, je vais vous faire cet exposé parce que Robin, qui a préparé ses planches à notre intention, eh bien, est partie en congé de maternité un peu plus tôt que prévu. Elle a donc retenu les mesures dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et je prends note, bien sûr, de ce que les autres avant moi ont eu à dire et aussi ce que l'on voit par écrit à l'écran. Nous allons bien sûr préparer ces diagrammes de progression au fur et à mesure et cela va nous être des plus utiles. Je pense bien que vous connaissez les différents types de programmes et d'approches pour ce qui est de Inspire. Nous, on s'en remet au modèle Rocker à peu de choses près. Je pense qu'on est les seuls sur le terrain à le faire et ce 2 jours semaine. Donc, on n'a pas tout à fait les ressources dont disposent nos amis en Nouvelle-Écosse.
Pour passer à la planche suivante, voici donc une petite mise à jour. Nous avons reçu 32 recommandations, donc 25 participants actifs. Et de ceux qui nous ont été recommandés, eh bien, certains de ces patients n'ont pas réagi à mes appels une fois que j'ai tenté de communiquer avec eux après leur congé. Et certains ne convenaient pas dans le sens qu'ils ne répondaient pas aux critères prévus. Par exemple, ils étaient à l'extérieur de la ville et on s'est dit, afin de pouvoir utiliser nos ressources judicieusement, qu'il vaudrait mieux éviter les déplacements. Donc, on a pu recommander un autre protocole à cette personne. 2 des 25 qui sont participants actifs sont depuis décédés, alors qu'ils bénéficiaient de nos services. Alors, ces jours-ci, on met l'accent sur les processus qui mettront en contribution le CASC ainsi que les autres ressources de prise en charge de la MPOC. Par exemple, le navigateur. Nous avons donc fait appel à un navigateur. C'est il y a environ 6 semaines maintenant. Et elle se trouve d'un côté des 2 milieux hospitaliers d'accueil. Et je dois dire que moi, je vois une différence depuis qu'elle s'est jointe à l'équipe parce qu'elle est mieux à même d'identifier les patients et rappeler aux médecins de l'hôpital ce qu'il en est de ce projet. Et donc, elle parle aux patients, elle vérifie auprès d'eux s'ils sont disposés à participer. Et le CASC est en fait un des partenaires conjoints dans cette démarche Inspired. Nous travaillons donc étroitement avec ce partenaire pour voir comment il fait, quand il fait. On le fait par exemple à la clinique externe à Sainte-Chose et aussi les services d'admission des patients au Centre des sciences de la santé de London. Donc je vous dirais que, à mon sens, il y a une plus grande collaboration et aussi un peu plus de constance dans les soins que nous prodiguons aux patients. Nous pouvons, lorsque nous communiquons avec nos patients, nous envisageons donc dans quelle mesure ils sont prêts à recevoir ou même envisager certains des soins, des services que nous leur offrons. Par ailleurs, nous avons noté avec ce plus grand intérêt vis-à-vis la MPOC, notamment en Ontario, eh bien, on veut éviter l'épuisement chez nos patients. Trop souvent, il y a trop de gens qui arrivent et qui appellent, bon. Alors là, on fait gaffe, hein. Le deuxième retrait, l'information des organismes partenaires et des collègues, eh bien ça, je vous dirais que ça posait un défi pour ce qui est de s'assurer que nos partenaires, ceux qui offrent des services, donc, et de les aviser comme quoi nous avons la démarche Inspired. Et ce que c'est, quel est notre rôle, quel est notre mandat, qu'est-ce que l'on tente de faire. Et nous essayons sans cesse de trouver de meilleures façons de travailler ensemble pour faire toujours mieux. Cette planche-ci, une des mesures retenues par Robin à votre intention. Sur cette planche, vous avez le CTM. Vous verrez que nous avons un échantillon de 14, alors que nous avons 25 participants actifs. Eh bien voilà, c'est le CTM. Sans doute l'avez-vous vécu. Certains patients sont juste trop malades. Et bon, si je pense à ma toute première visite après leur congé, ils sont trop malades pour en faire davantage. Très souvent, ils sont seuls. Il n'y a pas un membre de la famille pour venir en aide aux patients et à moi-même. Et il y a aussi quelques cas où moi, alors que j'essayais de compléter le tout avec le patient, m'a fait comprendre que certains d'entre eux étaient analphabètes. Donc, voilà qui explique aussi qu'il y a un certain retard de mon côté pour la saisie des données. Alors que je voulais préparer ces planches à votre intention, je n'ai pas pu entrer donc les données pour nos 25 participants les plus récents. Donc dans ce cas-ci, on ne vous parle que de 14 participants. C'est là notre échantillon. Alors, si vous regardez cette planche, elle est des plus intéressantes. 3 des 14 estiment que le personnel hospitalier a tenu compte de leurs préférences. 8 ne sont vraiment pas d'accord. 3 ne s'en souviennent pas vraiment, à savoir s'il y a eu un échange à ce sujet et enfin ce qu'ils voulaient. Et ce n'est pas une étude des plus robustes, mais je pense que certains d'entre eux veulent tout simplement entrer à la maison et s'en fichent. Et peu importe ce que disait l'hôpital,
vont très bien parce que tout ce qu'ils veulent, c'est rentrer à la maison. Donc, manifestement, il y a encore du travail à faire. Il faut aussi garder en vue la réalité des choses, c'est-à-dire comment on pose ces questions et peut-être même le choix que l'on offre aux patients. Je continue. La planche suivante. Lorsque j'ai quitté l'hôpital, j'avais bien compris ce que je devais faire pour prendre ma santé en main. Là, je pense que les résultats sont un peu plus encourageants. 8 de 14 ont dit que si, qu'ils comprenaient ce qu'ils avaient à faire. Mais je vous dirais d'expérience, lorsque je me rends à domicile, eh bien, que ce n'est pas parce qu'ils comprennent qu'ils s'exécutent. Il n'est pas dit qu'ils veulent accepter cette responsabilité. Donc, encore là, il y a du travail à faire et ça nous donne des défis, nous qui essayons de leur offrir la gamme des services disponibles. Et ça vous donne aussi une idée à savoir pourquoi vous verrez ce que vous verrez lorsqu'on arrivera à la toute dernière planche. Donc, restez à l'écoute. La question suivante. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, je comprenais parfaitement les raisons pour lesquelles je dois prendre chacun de mes médicaments. Eh bien là, on a un sacré problème. 14 de 14 patients ne savent pas vraiment pourquoi ils prennent ces médicaments. Alors là, vous allez me dire, mais minute, là, Pam, si vous pensez aux patients qui ont différentes morbidités et qui ont à prendre 20 médicaments, ça se comprend qu'il y a un peu de confusion là, quant aux médicaments à prendre, etc., etc. Mais si je m'en tiens uniquement à leurs médicaments pour troubles respiratoires et leur inhalateur, eh bien, on a un problème. Ça, c'est clair. Ils ne comprennent pas pourquoi ils utilisent ces médicaments et ce qu'ils sont censés faire. Donc, ce sera difficile de vérifier si ces médicaments leur conviennent et s'ils les utilisent au bon moment. Donc, ça, c'est gros pour ce qui est de la gestion des maladies chez nos clients. Et si je prends un peu de recul face à ça pour ces patients qui ont de multiples comorbidités et maladies, eh bien, c'est important d'apprendre le pourquoi. Et je pense qu'on pourrait peut-être y consacrer certaines ressources afin d'avoir de meilleurs résultats. Et là, je pense que j'arrive à la toute dernière planche. Alors, voici. Et là, je vous dis, je le prends personnel, comme on dit. Hein. C'est très, très décevant à mes yeux, parce que 10 de nos patients se sont rendus à l'hôpital de nouveau. Eh bien, comme le médecin Seiden me le rappellera, regardez ceux qui n'ont pas été réadmis. Donc, est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Alors oui, ça me tient à cœur. J'essaie d'obtenir de meilleurs résultats, mais si j'essaie de prendre un peu de recul et d'examiner le travail que l'on tente de faire de façon objective, et encore là, je vous parle de mon expérience uniquement, eh bien, ces données avec... c'est pas tout à fait étonnant. Lorsque j'arrive chez les patients et que je vois la situation telle qu'elle est, quels sont les appuis auxquels ils ont droit, quels sont les déterminants sociaux. Il y a deux groupes distincts là qui se démarquent. Il y a les gens qui vont sans doute sans cesse se présenter à l'hôpital et d'autres qui pourraient bénéficier de l'éducation pour la gestion de leur maladie. Alors, ce groupe de 10 patients et qui se sont rendus aux urgences, eh bien, 8 d'entre eux ont été hospitalisés de nouveau et dans certains cas, c'était à plus d'une, 2, même 3 reprises. 2 étaient au stade avancé de leur maladie lorsqu'ils me sont arrivés et ils sont depuis décédés. Une personne avait été recommandée, mais ce qu'il lui fallait, cette personne, c'était des soins de longue durée. La famille avait ramené cette personne au foyer, mais malgré notre aide, n'a pu s'occuper comme il fallait de cette personne. Donc, elle a été réadmise. Une autre personne avait des problèmes de santé mentale, n'était tout simplement pas prête à participer à ce programme. Et un patient, chose assez intéressante, avait des difficultés avec son dispositif d'oxygénothérapie pendant la fin de semaine. Et
s'il y avait un service d'appoint de 24 heures de la part du fournisseur, la personne a paniqué, elle n'a pas voulu attendre, elle a composé le 911 et dès qu'elle s'est retrouvée en route vers les urgences, donc alors qu'elle était en ambulance, on lui a dit, mais tu peux rentrer, mais entre-temps, évidemment, il était arrivé aux urgences et on assurait un suivi alors qu'il est de nouveau rentré à domicile. Mais le plus intéressant, lorsque j'ai eu cette information un peu plus tard la semaine, j'ai pu assurer le suivi auprès de l'entreprise d'oxygène. L'hôpital ne l'a pas fait, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est moi qui l'ai fait. Donc, quelques semaines plus tard, je lui ai parlé à cette entreprise. Je lui ai dit, il faut peut-être venir en aide à ce patient qui avait des difficultés. Là, il y a un nouveau concentreur et cet équipement portatif convient davantage à son handicap. Donc ça, c'est frustrant. C'est frustrant qu'il ait dû se rendre à l'hôpital de nouveau, mais du bon côté des choses, j'ai pu intervenir en son nom et avec un peu de chance, il n'aura pas à revenir à l'hôpital. Alors, je m'en tiens à cela et bien sûr, je vais répondre à vos questions le cas échéant. Merci beaucoup, Pam. Alors, nous arrivons donc à la partie des questions-réponses de cet appel. Je voudrais réitérer ce que Mélanie a eu à dire, où il faut utiliser les données pour bien comprendre les écarts et aussi, il y a aussi CPM 15, alors que le SIM 3, c'est autre chose, à savoir quelle est la qualité des transitions. Et elle demande à Pam, donc, eh bien, si vous étudiez le temps qui s'écoule, est-ce que ce serait mieux le temps entre le moment où la personne a son congé et le moment où elle est réadmise? L'idée étant de réduire le taux de réadmission. Est-ce que vous pourriez ajouter quoi que ce soit à cela? Eh bien, quand on regarde ces données, ou quand on les regardera, on pourra vérifier ce qu'il en est, à savoir si on a pu prolonger la durée entre une admission et la réadmission. Donc, bien sûr qu'on va regarder ça plus près une fois qu'on a reçu les données voulues et on verra bien. Formidable. Autre chose que nous dit Mélanie, c'est que les mesures propres au résultat, ça prend beaucoup plus de temps pour ce qui est de vérifier le changement qui est survenu. Donc, il est important d'avoir la bonne combinaison. Alors maintenant, je vais passer à une question qui a été posée par Bob un peu plus tôt. C'est une question à l'intention de Hamilton. La question était la suivante. Venait de l'Alberta plutôt. Et se demandait, c'est l'indicateur lié à l'hospitalisation. Est-ce que c'est pour toutes les causes de maladie ou seulement pour le MPOC? Alors, il semblerait que Mélanie a du mal avec la boîte de clavardage. Vous lisez le message de John. Ce sont des données liées à toutes les maladies et pas uniquement à la MPOC, mais qu'on ait l'intention de regarder les autres maladies un peu plus tard. Pour ce qui est des autres exposés, je ne crois pas qu'il y ait d'autres commentaires. Je vais demander à Jillian si elle a des questions et des commentaires dont elle aimerait nous entretenir rapidement. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Alors, quelques petites choses rapidement. Il y aura des patients pour lesquels ce ne sera pas approprié, en fait, ce serait contre-indiqué pour ces gens-là d'utiliser les outils. Pour la MPOC, oui, bien sûr, on peut s'attarder aux médicaments liés aux troubles respiratoires, bien sûr, parce que c'est la seule différence que vous puissiez faire. Mais je ne me découragerai pas des résultats obtenus dans un premier temps, parce que bien sûr, il y aura toujours des patients qui vont s'écarter de la norme. Il y a des patients qui vont faire leurs propres mesures et puis ça ne va pas leur réussir, ne vont pas réussir à s'auto-gérer, à auto-gérer leurs médicaments ou leurs maladies. Et là, on a examiné des outils pour voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de les dépister, ces patients-là, afin d'envisager d'autres stratégies pour leur venir en aide. Donc, ne vous découragez pas. On en est au tout début du processus. Et vous savez, par moment, on a l'impression qu'on a fait aucune différence. Mais avec le passage du temps, eh bien, regardez, cette personne, elle s'est présentée aux urgences 16 fois dans le passé et voilà, du coup, maintenant, elle vient moins souvent. Donc ça peut être un peu plus encourageant. Voilà, c'est tout pour moi. Formidable. On passe à la prochaine présentation. Je cède la parole à Delilah et Deborah. Alors, mesdames, à vous. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, sans problème. Eh bien, nous, on a quelques ennuis techniques. Je vais vous demander de changer les planches pour moi, si je puis.
Certainement. Alors, nous sommes du réseau universitaire de santé et merci pour la préparation des planches et des données. La toute première planche, ce sont nos données globales, le nombre de patients inscrits, le nombre de jours de participation au programme. Eh bien, l'équipe en a parlé et le taux de recrutement a été plus difficile que ça qu'on s'attendait. Comme vous pouvez le voir, nous en avions 35, ça c'est il y a 10 jours à compter de lundi dernier. Les chiffres ont augmenté depuis. Mais donc, 35 patients qui nous ont été recommandés, des services de la médecine interne et de la cardiologie, il y a eu des dépistage et seulement de 7 de ces 35 sont admissibles. Et comme vous pouvez le voir, seulement quelques patients qui sont venus pendant plus d'un mois. Les autres nous sont arrivés plus récemment. Un, c'est il y a une semaine. Un autre, ça devait peut-être cette semaine. Mais vraiment, le processus a été plus ardu que ça qu'on s'attendait. Donc, on s'est penché là-dessus à savoir comment accroître le recrutement. Donc, notre éducatrice, Kathleen, assiste à différents forums pour identifier les gens. Elle regarde ce qu'il en les admissions au quotidien pour voir si elle peut, encore une fois, identifier certaines personnes. Et quiconque a un diagnostic de MPOC, et bien sûr, la prochaine planche me permettra d'approfondir les choses, c'est-à-dire quelles sont les prochaines étapes à franchir. Par exemple, s'adresser aux services d'urgence et aussi la clinique de soins externes. Alors, voici qui pourrait vous intéresser. C'était pas prévu, mais c'est positif comme résultat. Si je regarde les patients qui n'étaient pas admissibles, eh bien, ça tient à plusieurs raisons. Vous savez, on a une population des plus diversifiées et on a aussi fait appel à des services d'interprétation pour pouvoir joindre les gens à domicile. Si on regarde le 5, des gens qui n'étaient pas au foyer, mais qui étaient dans maison de soins de longue durée. Et il y a des discussions là, à savoir est-ce qu'on peut leur offrir des services de réadaptation et de formation. Mais la première raison, c'est en fait le plus intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? 40% des patients sont réputés inadmissibles parce que leur principal problème pulmonaire est autre que la MPOC. Alors, on a donc des problèmes avec un sous-diagnostic, je pense entre autres à l'hyperventilation et le fait qu'on n'utilise peut-être pas tous les moyens disponibles. Alors, qu'en est-il donc de ceux qui ont une obstruction quelconque? Si on pouvait tirer ça au clair, ce serait des plus utiles. Dans certains cas, les gens communiquent avec et pensent qu'ils ont la MMP aussi, dans d'autres, qu'ils n'ont pas, et d'autres l'ont déjà eu, voyez-vous, et la situation s'est exacerbée. C'est ce qui a donné lieu à une admission. Alors, c'est une information très utile, très, très utile pour nous. Et vous savez, cette démarche fondée sur Inspire, en plus de soigner ceux qui sont atteints de MPOC, c'est certainement mieux que ceux qui sont affligés d'autres troubles pulmonaires. Ils obtiendront les soins dont ils ont besoin et nous espérons que ces soins leur permettront donc de réduire le nombre d'admissions. On n'a pas encore pu faire la preuve de tout cela, mais c'est certainement ce que l'on envisage. Ce serait là un des résultats souhaités. Sur la planche suivante, mesure de rendement. Eh bien, c'était les 5 patients qui étaient inscrits en date du 15 juin. 2 choses qui étaient importantes et que nous avons identifiées, dans quelle mesure le plan de soins a été complété et aussi le plan d'action achevé. Et comme vous pouvez le voir, les résultats sont différents. Et ça trait à notre organisation interne pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les patients sont identifiés en milieu hospitalier. Ils sont vus par un pneumologue et par d'autres professionnels de la santé et
notent donc cette information au moment où ils arrivent, on remplit des questionnaires et cette toute première information qui est liée à la MPOC, eh bien, nous permet donc de planifier le plan de soins. Alors, ce que l'on constate, on était pressé par le temps pour obtenir tout ça dans un premier temps, alors qu'on est en milieu hospitalier, on dit quelques heures, 2 heures peut-être, entre le moment où la personne arrive et la personne a son congé, ce qui était problématique. On a aussi eu la réaction des patients, comme quoi ils se sentaient un peu dépassés par toute l'information qu'on leur remettait. Alors, ce que nous avons décidé de faire, c'est de concentrer nos efforts sur le volet l'idée étant de se servir des bons inhalateurs, de leur offrir de la formation, c'est-à-dire comment s'en servir correctement, s'assurer qu'ils aient tous les contacts dont ils ont besoin. Et puis, pour ce qui est de compléter le plan de soins, eh bien ça, on a décidé qu'on ferait ça au moment du suivi. Et le moment de suivi, en principe, c'est 1 mois après le congé de l'hôpital. Alors, s'il y a des patients qui sont du programme depuis plus d'1 mois, eh bien, personne n'est revenu pour une visite. Dans un cas, on est revenu parce qu'il y avait une vérification prévue à la fin du mois et on n'a pas eu l'occasion donc d'assurer ces suivis, mais pour le plan de soins complété. Mais je crois qu'il est très important pour ces patients qui ont été admis à l'hôpital, eh bien, qu'ils aient un plan de soins, ce qui n'est pas le cas au moment de leur hospitalisation. Alors là, j'en suis bien contente qu'on ait pu remédier à cette situation. Et la planche suivante, ce qu'on y voit, ce sont les données de référence sur les visites à l'urgence et les admissions liées à la MPOC. Ce sont pour les patients en clinique externe. On essaie d'obtenir les données sur les 12 mois qui précèdent l'inscription au programme Inspired. À ce moment-là, on a donc un diagramme de progression et on s'est dit qu'il serait peut-être prématuré là, de tout faire d'entrée de jeu, mais c'est ça l'idée. Alors, on voulait regarder les admissions liées à la MPOC et celles qui ne sont pas liées à la MPOC. Par exemple, le patient numéro 2, qui est un grand utilisateur des soins hospitaliers, et c'est dans les cas, c'est lié à la MPOC. Et les non liés à la MPOC, essayez de comprendre. Mais vous savez, c'est des gens qui sont très, très malades. Et donc, à l'avenir, nous allons suivre de très près les admissions liées à la MPOC et celles qui ne sont pas liées à la MPOC pour voir quels sont les résultats que nous obtiendrons. Planche suivante, des données vraiment préliminaires sur les réadmissions et ce, après l'inscription au programme Inspired. Bon, on n'a pas encore eu tout le temps voulu pour voir quelle en est l'incidence, mais pour qu'il y ait des réadmissions, on voit qu'il y a moins de visites et aussi de problèmes cardiaques. Et il y a aussi quelqu'un qui était souffrant de pneumonie, mais bon, dans certains cas, on n'a pas pu faire autrement que d'admettre le patient. Mais pour ce qui est du milieu institutionnel, les taux d'admission et de réadmission, je n'ai pas encore les données voulues. On fait ça sur une base trimestrielle et on a 2 trimestres de retard. Mais on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un changement du côté institutionnel, ça c'est sûr. Alors, c'était là nos données telles que nous avons pu les colléger à ce jour. Et bien sûr, je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. Et merci aux autres équipes parce qu'on attend beaucoup de vous. Merci. Merci beaucoup, Deborah et Delilah. Et je dois vous dire que les commentaires qui ont été faits par Mélanie et Tina, en fait, s'appliquent également à votre équipe. C'est-à-dire comment faire avec ces données que vous êtes rassemblées pour Mélanie. Eh bien, si vous pouviez faire 12 mois avant inscription et après inscription, comme Trina et John l'ont fait valoir. Donc, on prend note de vos commentaires alors que l'on poursuit avec nos exposés. Maintenant, je vais céder la parole à Ginette, qui est du CISSS du Bas
Bas-Saint-Laurent, CSS de Rimouski-Neigette. Et là, ce sera une présentation en français et à notre interprète. Ginette, à vous. Oui, bonjour. Je suis Ginette Dubé, chargée de projet infirmière clinicienne. Je suis en compagnie de Joanne Roy, qui est notre chef d'équipe, et de Stéphanie Denoncourt, qui est l'infirmière clinicienne à la clinique MPOC. Alors, nous, notre durée de recrutement au projet Inspire a débuté le 5 janvier et s'est terminé le 27 mars. On a recruté 17 patients, dont 10 hommes et 7 femmes. Ces 17 patients-là, au départ, nos critères d'inclusion étaient qu'on recruterait des gens qui sont nouvellement inscrits à la clinique MPOC. Mais en cours de route, on s'est rendu compte que peut-être il serait bon d'inclure nos patients oxygéno-dépendants. Donc, on en a 9 dans notre cohorte présentement. Nos patients inscrits sont, pour 4 d'entre eux, ont une atteinte très sévère, 11 patients ont une atteinte sévère et 2 patients ont une atteinte modérée de la MPOC. Dans notre cohorte, il y a 9 patients qui sont suivis en ambulatoire. Le suivi et l'enseignement est assuré par l'infirmière de la clinique MPOC qui est Stéphanie ou par l'inhalothérapeute qui va à domicile ou fait les suivis ici à la clinique externe de la MPOC. Il y a 8 patients qui sont suivis à domicile, puis ce suivi-là est assuré par l'inhalothérapeute du soutien à domicile. Nous, on a pris comme mesure de pertinence le nombre de plans d'action qui étaient actuellement en cours, que les patients avaient en leur possession, nos 17 patients. Alors, il y en a 8 qui ont déjà un plan d'action. Il y en a 4 patients dont on est en attente. On a fait la demande auprès du médecin et on est en attente. Il y a 5 patients de notre cohorte qui n'ont pas de plan d'action pour les raisons suivantes. Il y en a 3 qui sont en suivi régulier, donc on les voit régulièrement et on peut intervenir à leur demande. Il y a un patient qui est sous antibiothérapie de façon régulière, puis il y a un patient hémodialysé, donc des cas trop sévères pour qu'on les laisse avec un plan d'action. On aime mieux être appelé et pouvoir intervenir directement. Dans notre autre mesure de pertinence, on a instauré le kinésiologue qui fait un test de marche, soit en début de programme, et on devrait le refaire aussi à la fin du programme pour voir les avancées. Est-ce que ça a donné du positif que ces patients-là soient suivis dans notre programme Inspire? Il y a 5 de ces patients qui sont en soutien à domicile. Il y en a 4 qui sont en ambulatoire, donc en clinique externe. Il y a un patient de notre cohorte qui a refusé de faire le test de marche, puis il y en a 7 patients qui sont à évaluer, soit qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer ou pour autre raison. Dans les mesures de résultats, on a fait un bilan de notre période de recrutement. Il y a 3 mois qui se sont passés. Durant ces 3 mois, on a eu 8 hospitalisations et 1 réadmission dans les 30 jours. Les 8 cas étaient des cas typiques, donc pas d'autre raison d'admission que la MPOC. Les durées de séjour sont soldées qui étaient entre 2,5 et 13,5 jours. Il faut noter que notre deuxième mois de recrutement, il y a 3 patients qui ont été hospitalisés, 2 pour 12 jours et 1 pour 26 jours, donc ça augmente beaucoup la moyenne de durée de séjour. Puis le nombre de visites à l'urgence, en moyenne, c'était de 2 à 8 visites. Pour un total, depuis le début du projet, on a un total d'hospitalisation qui est de 14 pour pour nos 16 personnes, entre autres, dont le taux de réadmission est 3 pour 3 personnes. Le nombre de cas typiques est de 12. Il y a 2 cas atypiques, dont un qui est entré pour asthme et l'autre pour anasac. Le nombre de décès parmi cette cohorte-là est de 1 et le nombre de visites à l'urgence de 18 visites à l'urgence pour notre cohorte. La durée moyenne de séjour se situe à 8, donc on a du travail à faire encore pour améliorer nos résultats et on compte bien faire des diagrammes de progression là, pour tous ces chiffres-là qu'on vous a énoncés dans le petit livre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut rajouter des choses, mes amis?
En fait, oui, je me présente, Joanne Roy, je suis chef d'équipe du programme Inspire. L'idée, nous autres, c'est que notre cohorte de 17 patients, qui est maintenant rendue à 16, notre idée, c'est de la suivre pendant 1 an. Fait que vous comprendrez que lors les données qu'on a à la période de recrutement, qui se situe entre la P11 et la P13 de l'année qui vient de se terminer. On va pouvoir comparer nos données, en fait, dans 1 an, et c'est là qu'on va voir vraiment l'évolution de notre projet. Là. Déjà, on peut voir quand même, on a quand même des données quand même intéressantes, mais je pense que c'est au fur et à mesure que le projet va avancer qu'on va avoir des données beaucoup plus claires et beaucoup plus concluantes, justement, sur l'impact du projet. D'autre part, l'élément sur lequel on a travaillé fort, nous, ici, au CSF Rimouski, c'est entre autres sur l'intervention plus au niveau des soins palliatifs. À ce niveau-là, on n'avait pas beaucoup de support, je vous dirais, et on a vraiment développé une approche là, pour mieux soutenir le patient au niveau des soins palliatifs. Donc ça, c'est notre infirmière clinicienne à la clinique MPOC qui aborde le sujet avec le patient, ainsi que l'inhalothérapeute en soutien domicile. Alors nous, ce qu'on a hâte de voir, c'est le final de tout ça, parce qu'on passe beaucoup de questionnaires auprès de notre clientèle. En fait, l'ensemble des questionnaires qui nous ont été proposés par la Fondation, et l'analyse des données n'a pas tout été fait, mais on vise faire là, une analyse plus approfondie là, au début de l'automne. Merci. Claudia Hamard, merci beaucoup. Ginette et Mélanie. Alors, quelques observations avant de passer à la prochaine équipe. Mélanie dit, j'aimerais voir les données sur le plan d'action sur un diagramme de progression, donc le nombre de patients qui auront un plan d'action mois par mois. Ça nous donnera une tendance positive sur l'année. Et donc, c'est le message clé. Diagramme de progression, diagramme de progression. Et je suis très impressionnée, dit-elle, par les valeurs de référence utilisées par les équipes. Ensuite, je passe à Odette Arsenault et Christelle Pellebois. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Mon nom est Odette Arsenault. Je suis la chargée de projet et oui, je suis accompagnée de Mme Christelle Pellebois, qui est responsable tableau de bord et performance, et de l'ensemble de l'équipe ici à Sorel. Alors, en date du 25 de juin, je vais vous présenter nos résultats à partir d'une présentation que je définis en 5 phases. La première phase, je vais vous relater nos objectifs dans lesquels on s'est engagé au niveau de la charte. Ensuite de ça, je vais vous présenter comment on a recueilli nos mesures dans notre continuum. Ensuite de ça, je vais vous présenter les tableaux de bord avec la définition de ce qu'on a recueilli, les résultats. Ensuite de ça, nos constats et défis. Et pour conclure, une belle conclusion. Alors, on est à la page où je vous rappelle nos objectifs de juin de l'année passée. Excusez-moi, pouvez-vous juste attendre qu'on vous indique de changer la diapositive, s'il vous plaît? Donc, prière de revenir à la diapositive précédente. Merci. Merci. Alors, je vous rappelle nos objectifs de juillet l'année passée. Nous, ici, nous voulions fournir un continuum de services aux patients MPOC afin de prévenir les visites à l'urgence et ou à l'hospitalisation. Et dans la première année, réduire de 15 % les admissions pour la MPOC et 30 % les visites à l'urgence pour exacerbation. Alors, je passe à la deuxième diapositive. Qui présente finalement les mesures que nous avons ciblées associées au domaine d'amélioration de la qualité, qui sont sur plusieurs axes. Je vous amène, on va en reparler plus tard. Je vous ramène à la suivante, s'il vous plaît. Prochaine diapositive. Est-ce qu'on peut... Merci. Alors, voici notre beau continuum que nous avons bâti ici à Sorel. On commence par le début, dépistage précoce. Alors, vous voyez que la mesure 7, nous allons pouvoir l'évaluer
au dépistage au niveau de la spirométrie. Alors, la mesure 7 qui est dans les pertinences de soins, la mesure 7, c'est l'utilisation du programme de diagnostic précoce de la MPOC par les professionnels de la santé impliqués dans notre C3S. Ensuite de ça, dans le dépistage précoce, nous allons aussi mesurer la mesure 1 que nous allons faire au moment de l'enseignement et du suivi de la MPOC. Et la mesure 1 se trouve dans l'axe soins axés sur les patients et les familles. Ce questionnaire est axé sur l'expérience de soins. Alors, je vous amène à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, dans le processus de continuum, on poursuit. Nous sommes rendus dans le plan d'action individualisé pour la prévention des exacerbations de la MPOC. Alors, dans cette trajectoire-là, nous allons mesurer la mesure numéro 8 que nous allons avoir au niveau du plan d'action, la mesure 8 qui se retrouve dans l'axe de la coordination des soins. Alors, nous allons pouvoir quantifier le nombre de patients qui disposent d'un plan d'action individualisé pour la prévention des exacerbations. On passe à la suivante, s'il vous plaît. Diapositive, merci. Alors, on continue dans notre continuum, prévention de la réhospitalisation. Alors ici, nous allons mesurer beaucoup de choses. La mesure 3, 4 et 5 au moment où le patient se présente à la visite à l'urgence. La mesure 3, 4 et 5 sont des mesures d'efficacité du système de santé. Ensuite de ça, mesure 2 que nous allons avoir au niveau de la coordination de la trajectoire de soins. La mesure 2 se retrouve au niveau des soins des patients et de la famille. C'est une mesure qui évalue la compétence des patients en autoprise en charge lors de la transition de l'hôpital au domicile. Ensuite de ça, mesure 6. Au niveau de l'hospitalisation, l'équipe d'Inalo en suivi systématique, nous allons pouvoir, à cette mesure-là, elle aussi qui se retrouve dans l'efficacité de notre système de santé, voir si nous avons des réadmissions non prévues liées à la MPOC dans les 30 jours ou une réinscription à l'urgence dans les 7 jours. Et vous voyez à la mesure 1 on l'avait déjà au tout début de la trajectoire en dépistage, mais on la mesure là une deuxième fois au niveau du soutien à domicile et comme on le répète à la clinique ambulatoire, on mesure encore avec le questionnaire ligne, si le patient avec le questionnaire bien rempli. Alors, je vous amène à la dernière portion de notre trajectoire, qui est l'usager en phase terminale de sa MPOC, gestion de la crise du pneu de la MPOC. Je m'excuse, on n'a pas tourné la diapositive. Est-ce qu'on peut nous amener à la dernière? Merci beaucoup. Alors, je répète, usager en phase terminale de sa MPOC, gestion de la crise du pneu de la MPOC. La dernière mesure que nous avons ici, mesure 9, qui se retrouve dans l'axe de coordination des soins, c'est le nombre de patients avec un plan d'action individualisé pour les crises de dyspnée. Alors, je viens en même temps de vous présenter le continuum des soins chez le patient MPOC que nous avons développé ici à Sorel-Tracy. Alors, amenez-nous à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Alors, je tenais à présenter cette diapositive-là parce que ça nous amène tout à l'heure à nos tableaux de bord et il faut prendre en considération que nous avons fait une ouverture officielle le 14 avril, mais non officielle, nous avons ouvert notre clinique ambulatoire de dépistage et d'enseignement et de suivi le 23 janvier avec 4 médecins, 2 pneumologues et 2 praticiens. Et vous allez voir que les données par la suite du nombre de patients qui a pu être là. Alors, voici, si on pouvait passer à la suivante diapositive, merci. L'autre diapositive, s'il vous plaît. Merci. Alors, voici la présentation des tableaux, de notre tableau de bord ici.
qui est détaillée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La première portion axée sur les patients et la famille. Deuxièmement, efficacité du système de santé, coordination des soins et pertinence des soins. Alors, on passe à la suivante. Je vais vous expliquer en détail toutes les données recueillies. En premier lieu, soins axés sur les patients et les familles. Alors, le questionnaire que nous avons utilisé, c'est le questionnaire ligne. Nous avons eu 5 patients qui ont répondu. Alors, le score global est de 11,80 sur 25. Donc, ce qui veut donc dire que nos patients ont besoin d'informations. Alors, ça dit que nous devons poursuivre dans cette lignée-là. Nous n'avions pas tort de dire qu'il y avait du travail à faire au niveau de la clientèle MPOC. L'autre axe, coordination des soins. Ce qui ressort au niveau de l'évaluation de la qualité des soins lors de la situation de la transition de l'hôpital au domicile, sur ce qui est le questionnaire CTM 15, nous avons eu 6 répondants. Alors, malgré ces 6 répondants, nous avons 57,3% qui nous ont donné un pourcentage, ce qui veut donc dire que nous devons nous améliorer là aussi dans la coordination des soins. Est-ce qu'on peut passer à l'autre diapositive? Alors, nous sommes dans l'efficacité du système de santé. Alors, nous sommes au début. Je ne peux pas me prononcer à dire que notre système est très efficace. Nos chiffres sont importants, ceux qui sont là. Et il vous reste 1 minute. Merci. Je pense que c'est dans un an que nous allons pouvoir vraiment voir l'efficacité de ce système-là. On passe à la prochaine, pertinence des soins. Alors, vous avez 68% d'utilisation du programme diagnostic précoce. Vous avez 68 patients, 12 de patients qui ont un plan d'action individualisé d'exacerbation et 3 qui ont un plan d'action pour crise de dyspnée. Alors, et ça, c'est sur 83 qui ont passé à la clinique de dépistage qui a ouvert en janvier. Alors, on passe à la suivante. Au niveau de nos constats et nos défis, nous avons constaté que, oui, le projet Inspire a une grande importance d'être intégré dans notre réseau ici et que nous avons encore un grand chemin à parcourir. Au niveau des défis, c'est d'implanter l'inhalothérapeute pivot à l'urgence pour justement permettre une meilleure coordination et au niveau de l'enseignement, mieux vivre avec sa MPOC, avec le personnel à l'hospitalisation. Je vous amène à la conclusion de notre dernière. En conclusion, nous disons que la réussite de ce projet collaboratif Inspire repose sur la présence de la FCAS, de Boehringer Ingelheim, de l'ensemble de nos professionnels et des dirigeants de notre établissement. À partir de Inspire est née la trajectoire de l'usager MPOC dont nous en sommes très fiers. Alors, ce qu'on veut, c'est transformer le projet Inspire en une offre de service dans tous les établissements de santé. Alors, si vous avez des questions, nous sommes tous disponibles autour de la table à vous répondre. Claudia Amar, merci beaucoup Odette. Excellent travail que vous avez pu réaliser. Et le cheminement donc, que vous avez établi, c'est vraiment impressionnant. Alors, quelques observations pour le C3S Rimouski-Neigette. Glenn Walker demandait si vous avez arrêté de recruter des patients avant la fin de mars, vous répondiez oui, et vous allez suivre les 17 patients au cours de l'année à venir. Donc, si vous avez des questions pour les équipes qui viennent de faire leur exposé, veuillez les signaler dans la boîte de dialogue. Autrement, je ne vois pas d'autres questions à ce stade.
Alors, nous allons passer tout de suite à Gray Bruce et je cède la parole à Val et Jane. Bonjour, c'est Val et Jane est à mes côtés. Nous voulions tout simplement vous faire part des faits saillants de notre programme Inspired. Nous avons fait ce programme à 18 patients, 15 ont accepté, 3 ont décliné. Nous avons présentement 10 patients inscrits au programme qui y participent activement. Les 5 autres, 3 sont décédés, une personne est passée aux soins de longue durée et une autre personne ne pouvait pas gérer ses médicaments et l'autre a décliné parce que, bon, elle avait déjà trop de services déjà. Donc, je le répète, 10 patients inscrits. Le taux de réadmission pour ceux qui sont inscrits à notre programme, un patient sur 15 seulement. Et nous avons donc admis notre premier patient en octobre-novembre dernier et nous sommes donc à suivre certains d'entre eux depuis plus de 6 mois. 100% de nos patients Inspired ont des plans d'action achevés et 5 de 10 ont des directives de soins soutenus. On est donc en train d'assurer le suivi avec les soignants. Nous continuons de suivre nos patients de bien des façons. Nous les suivons donc 1 an avant qu'ils s'inscrivent au programme Inspired, pendant qu'ils sont au programme, et ces mêmes patients, nous comptons, dis-je, les suivre 1 an après le programme, c'est-à-dire le nombre de visites aux urgences, le séjour à l'hospitalisation, s'ils sont réadmis dans les 30 jours ou pas. Et ce que nous sommes également en train de faire, et là, on ne le précise pas, si la personne est réadmise pour la MPOC ou pour tout autre diagnostic, alors là, on va tenter de distiller cette information afin de mieux comprendre si les gens sont réadmis en raison de la MPOC. Le taux de réadmission est d'environ 18% pour nos patients atteints de MPOC, mais je pense qu'à la fin de notre analyse, on va constater que moins de 10, peut-être même 7% qui ont été réadmis, eh bien, étaient réadmis en raison de leur diagnostic MPOC. Les autres sont réadmis pour d'autres raisons. Mais nous continuons de suivre ça de près. Nous voulions aussi suivre les programmes les patients qui sont du programme Inspired, alors que l'on examine dans quelle mesure le plan de soins MPOC le réussit ou pas. Donc, la MPOC, pour nous, c'est un tout. Et on examine ou on assure le suivi des différents volets de la MPOC, à même le programme Inspired. Jane, autre chose que l'on fait, Angela est notre prodigueur de soins spirituels et on a pu mettre main sur une copie des initiatives de Cathy et Andrea et selon l'équipe donc des soins spirituels, il se compose de 3 personnes et je dois dire que c'est un document assez bien étoffé qu'elle a préparé, l'équipe, certainement plus que ce qu'on a vu jusque-là. Et nous trouvons que cela nous éclaire dans notre démarche. Et on va analyser ce document à fond une fois que Angela sera de retour après avoir rencontré l'équipe en juillet prochain. Du point de vue des soins spirituels, eh bien, l'équipe constate que cette directive de soins avancés, eh bien, que ça demande énormément de temps. On observe le programme Inspire, tout se fait à domicile et surtout pour ces patients atteints de MPOC qui sont plus jeunes, la conversation eh bien, nécessite plus d'une visite si on veut aussi rejoindre la famille au grand complet. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est tout ce que nous avons à vous dire pour l'instant. On est encore en mode rattrapage, mais j'espère qu'on y arrive.
Les personnes qui ont refusé nos services, nous les suivons quand même officieusement. Et ce que j'ai constaté, Diva, c'est qu'il y a une personne qui a décliné, mais qui est décédée à l'hôpital. Les personnes qui sont décédées et qui étaient au programme Inspired ne sont pas décédées alors qu'ils étaient hospitalisés. Je ne sais pas si c'est révélateur ou pas, mais j'ai trouvé que c'était une constatation des plus intéressantes. Donc, on va suivre ça de plus près. Si on regarde ceux qui ont refusé nos services pour voir dans quelle mesure leurs soins sont de plus en plus grands et à quoi ça aboutit. Merci beaucoup, dit Claudia. Merci Val et Jane. Il y a une question de Mélanie, mais pour l'instant, nous allons continuer avec nos exposés et je vais céder la parole à Corey et Joy pour leur exposé. Mesdames? Bonjour, ici Corey et Joy de Alberta Health Services. Bonjour à tous. Alors, nous allons attirer votre attention à notre première diapo. Nous vous rappelons le championnat de hockey des jeunes de moins de 19 ans qui ont remporté le championnat, les jeunes Canadiens qui ont remporté le championnat. Et donc, un défenseur vedette a donc été responsable d'une bonne partie de la réussite de son équipe. Et c'est à peu près ce que nous essayons de faire dans ce cas-ci avec la MPOC, d'avoir, si vous voulez, un joueur hors pair. Alors, nous revenons à notre initiative et qui vise à offrir un soutien à domicile des clients qui ont reçu un diagnostic d'MPOC niveau 4 ou 5 et donc améliorer leurs possibilités de services communautaires, de diminuer le recours aux services d'urgence et aux soins actifs et faciliter un retour en temps opportun au sein de la collectivité. Comme toutes les équipes l'ont signalé aujourd'hui, nous avons un plan de mesure très rigoureux, comme c'est le cas de tout le monde. Je remercie tout le monde d'avoir partagé leurs efforts jusqu'à ce jour, car nous apprenons tous les uns des autres. Et donc, nous avons choisi 3 mesures de résultats dont nous allons faire l'exposé aujourd'hui. Alors, au cœur de tout, il faut garder le client, la personne au centre de nos activités. Et notre équipe revient toujours au point de vue du client lorsqu'on se demande comment avancer. Lorsque nous avons lancé le projet le 19 janvier dernier, nous avons beaucoup travaillé à définir et à décrire la région cible. Nous avons examiné la population cible à la lumière des déterminants sociaux de la santé, des résultats démographiques de l'étude des admissions à l'hôpital et nous avons identifié un endroit dans notre communauté sur lequel il était utile pour nous de focaliser nos efforts. Une fois réalisé cet aspect du projet, on a compris qu'il fallait beaucoup de temps pour recevoir des aiguillages. Or, ce qui était intéressant, c'est que au moment où nous tâchions de recruter des gens dans notre population cible, d'autres personnes et d'autres collègues avec qui on discutait avaient déjà entendu parler de notre initiative unique et nous commencions à recevoir des aiguillages de régions à l'extérieur de la région cible. Alors, nous nous sommes adressés à notre groupe de travail, notre groupe directeur. Nous avons eu de longues conversations. Étant donné que notre capacité n'était pas atteinte à ce stade, on s'est dit, oui, on va ouvrir nos portes aux clients qui ne relèvent pas de notre région cible. C'est très intéressant car on vous présentera les données, mais vous verrez bien rapidement la région de l'extérieur de notre zone cible emboîter le pas de celle qu'on ciblait. Et je cède à présent la parole à Joy. Joy. Alors, nous avons 48 clients inscrits qui nous ont été recommandés, qui ont été aiguillés vers nous. 12 dans la dernière semaine seulement. Alors ça, c'est vraiment très emballant. Donc, en fait, on dit 48 ici, mais c'est plutôt environ 60. Parmi ceux-ci, 22 vivent dans la région cible et 21 vivent à l'extérieur de la région cible. Et de ces 12, c'est environ moitié-moitié.
Donc, de ce nombre, 2 sont à présent décédés et 2 clients sont passés à un autre niveau de soins. Un client a refusé de se joindre au programme en raison de problèmes de santé mentale. Et d'ailleurs, on trouve que la santé mentale est véritablement une entrave pour les clients. Corey Paul, je ne souhaite pas sous-estimer la valeur de ce premier contact avec l'équipe Inspired. Joy est une personne formidable. C'est notre personne ressource. Enfin, non seulement pour les clients que nous rencontrons dans la communauté, que nous recrutons dans le cadre de l'initiative, mais également les prestataires, les gestionnaires de cas, les médecins et d'autres membres du corps de professionnels qui travaillent dans la communauté. Donc, je souhaite insister sur l'importance de ce contact de première ressource pour les clients qui s'adressent à nous. Joy Mekachak, oui, nous avons une excellente collaboration, c'est vrai. Il faut également signaler que 5 clients qui nous avaient été qui avaient été aiguillés vers nous ne satisfaisaient pas à nos critères. Cependant, les infirmières praticiennes de nos groupes ont quand même pu aider ces 5 clients. Les raisons pour lesquelles on les a exclus concernent entre autres la fibrose pulmonaire. Nous avons aussi trouvé des problèmes d'asthme. Parfois, vous aviez un diagnostic de MPOC au congé de l'hôpital, mais un examen ultérieur signale que c'était plutôt une question d'asthme, pas de MPOC comme c'était décrit dans la lettre de congé. Et on a trouvé cela dans diverses situations. Par exemple, troubles bipolaires. On a exclu les cotes MRC 1, 2 et 3. On a simplement focalisé nos efforts sur les scores CRM 4 et 5. On ne voulait pas prendre non plus les gens atteints d'un cancer du poumon, un diagnostic actif de cancer du poumon à l'heure actuelle. Maintenant, si on regarde les données sexo-spécifiques à cette diapo, vous allez voir que nous avons ventilé selon la région aussi 16 femmes dans la région cible et 6 hommes dans la région cible. À l'extérieur de la région cible, vous avez 7 femmes et 14 hommes. Alors, c'est intéressant parce qu'on a 2 portraits complètement différents selon qu'on se trouve dans la zone cible ou dans le reste du territoire. Corey Paul, pour la pertinence des soins, ce qu'on voulait signaler, c'est qu'on n'avait pas de moyen de déceler le niveau de sévérité de la maladie selon l'échelle CRM. Il fallait envoyer une demande qui était adressée à la province afin d'avoir une cote CRM inscrite au dossier de santé électronique. Donc, cela fait à présent partie du dossier de santé électronique de sorte que les gestionnaires de cas peuvent à présent classer les patients selon leur CRM. Donc, 100% des clients aiguillés vers nous à l'heure actuelle ont subi une évaluation CRM. Alors, la prochaine mesure de résultat qu'on a voulu examiner, c'est qu'une fois que nous avons eu une cote CRM dans le dossier de santé électronique, on a pu guider les gestionnaires de cas afin qu'ils fassent une consultation de maladies respiratoires complexes. Il s'agit d'un questionnaire qui se trouve dans le dossier de santé électronique, un formulaire qui a été conçu particulièrement pour nous et ensuite inscrit dans le dossier de santé électronique, de sorte que 100% des clients qui sont aiguillés vers le programme Inspired ont complété cette consultation sur les maladies respiratoires complexes. Alors, la dernière mesure de résultat qui nous intéresse concerne l'agrément de l'éducateur en matière de MPOC. Alors, lorsqu'on a su qu'on allait déployer le programme, on avait 10 membres du personnel à domicile qui ont voulu obtenir leur agrément. Et ce qui est extraordinaire, c'est que normalement, les équipes de AHS ont dû sortir du territoire de l'Alberta pour obtenir leur agrément, de sorte qu'il n'y a pas eu autant de membres du personnel agréés que ce qu'on aurait souhaité. Donc, on est entré en partenariat avec RedTrack et
bon, qui est une table de ronde pour l'Ouest, et on a pu fournir l'agrément, la formation ici à Edmonton. On a formé les 10 premiers membres de notre personnel en octobre dernier, et depuis, il y a eu 2 autres ateliers organisés à Edmonton pour agréer des éducateurs en matière de MPOC. Donc, il faut rendre ces programmes plus accessibles à notre personnel, ça ne fait pas de doute. Ensuite, nous allons revenir à notre priorité principale, notre client. Ainsi, nous sommes prêts à présent à répondre à vos questions. Claudia Amar, merci beaucoup, mesdames. Alors, je souhaiterais signaler 3 questions qui ne s'adressent pas à une équipe en particulier, mais qu'on aimerait adresser à l'ensemble des équipes. Alors, je vous invite à y répondre dans la boîte de dialogue. D'abord, combien de temps faut-il pour faire le suivi de toutes ces mesures? On aimerait savoir quelles sont vos expériences personnelles. Jen Verma qui nous dit « Ce serait utile de savoir combien de temps il faut pour faire le suivi des données et les présenter de manière visuelle et de le faire dans le cadre d'un système d'apprentissage afin de voir si Inspired donne effectivement les résultats escomptés. » Et Mélanie a une observation à faire sur la mesure CTM. Peu d'équipes ont parlé de la mesure du CTM, aimeraient savoir comment les équipes s'en servent. On a entendu 3 équipes qui ont présenté des mesures quand même associées au CTM. Alors, bon, je vous rappelle qu'on vous a demandé de présenter une mesure de processus et une mesure de rendement, donc de résultats. Donc, essentiellement, on n'a pas le portrait global de votre expérience, mais vous pouvez quand même partager votre expérience avec le questionnaire CTM, la mesure CTM, dans la boîte de dialogue. Ensuite, nous avons de nouveau Jen Verma qui nous dit que c'est extraordinaire que AHS ait pu offrir une formation à Edmonton. Corey Paul. Oui, enfin, ce n'est peut-être pas une mesure de résultat, mais enfin, c'était important pour nous de le signaler parce que c'était une barrière de mise en œuvre. Claudia Amor. Bien. Alors, dans ce cas, nous allons passer à la dernière équipe, Peter Henderson, de l'hôpital d'Ottawa. Peter Henderson. Je ne vous ai pas donné un aperçu du programme, mais le meilleur moyen de le décrire, c'est certainement que nous avons un programme fort axé sur Inspired qui recrute des patients au moment d'une exacerbation en hôpital. Et ensuite, il y a une visite à domicile dans les 2 semaines du congé. Nous faisons un suivi auprès d'eux grâce à des appels téléphoniques mensuels pendant 3 mois. Par la suite, il y a un appel final après 12 mois. Alors aujourd'hui, je vous présente ce que nous avons réalisé à ce jour. Donc, on a commencé au mois de novembre et ce dont il est question ici concerne les données recueillies du 17 novembre au 15 mai. 66 patients sont inscrits au programme, ont été recrutés. En fait, à présent, il y en a 80, mais en date du 15 mai, il y en avait 66. Donc, 66 patients qui ont été suivis jusqu'à 3 mois et 39 qui ont été suivis jusqu'à 6 mois. Alors, je vous présenterai des données sur ces patients dans un instant. Alors, la population. Voici une description des hommes et des femmes inscrits au programme. L'âge moyen de la cohorte de patients. Nous avons récemment commencé à nous servir des questionnaires, car j'en ai parlé d'abord au comité d'éthique dans la recherche et j'ai rapidement compris qu'il fallait limiter la batterie de questionnaires qu'on allait présenter aux patients, car bon, les patients ne sont pas très chauds à remplir des questionnaires, comme on nous le répète sans cesse, donc on va limiter le nombre de questionnaires administrés. Quoi qu'il en soit, chez ceux qui ont complété le questionnaire, vous avez une ventilation de leurs caractéristiques. Et une chose qui nous impressionne, c'est que le niveau d'instruction et le niveau de revenu des personnes qui sont recrutées au programme, bon, explique ou présente un portrait socio-économique défavorisé, ce qui a un impact sur l'autogestion, le potentiel d'autogestion de ces patients.
et sur les moyens par lesquels on peut essayer d'encourager leur participation à leurs soins. Alors, le programme est impulsé par Wendy Laframboise, qui est une infirmière en soins avancés. Et ce que vous voyez ici, ce sont les interventions. Je dirais qu'il s'agit de transition de soins. Comment Wendy passe son temps? Eh bien, environ 25% de son temps est passé en hôpital où elle coordonne avec les équipes quand le patient est recruté. Ensuite, une fois le congé reçu par le patient, elle passe environ 29% de son temps à la coordination des soins. Donc, ça, c'est auprès des médecins de famille, c'est peut-être aussi auprès du pharmacien communautaire, afin de préciser quelles sont les ordonnances, les médicaments, ou ça peut être du temps passé avec diverses organisations communautaires comme des CASC ici en Ontario. Donc, ce sont des visites qui se rajoutent aux visites que l'on fait nous-mêmes à domicile. Et ensuite, 27% du temps de cette infirmière est passé à la clarification des médicaments, c'est-à-dire l'obtention de précision de la part de l'équipe hospitalière pour obtenir davantage de résultats, davantage de précision plutôt à fournir aux médecins de famille, par exemple, quant aux modifications de médicaments. Si Wendy était ici, elle vous parlerait de la confusion qui existe du côté de toutes les parties quant à ces ordonnances. Donc, elle sert d'infirmière pivot en ce sens, car c'est elle qui permet d'assurer une coordination entre ces divers secteurs de soins. Et la dernière partie de son temps est passée à déceler des problèmes, soit lors d'appels téléphoniques mensuels où elle dit aux patients de s'adresser à leur médecin de famille, ou alors de se rendre aux urgences, ou alors qu'elle les aiguille vers les soins de réadaptation pulmonaire ou des soins palliatifs. Voici une ventilation de nos résultats. Et ce que vous constatez, comme je vous le disais, nous avons 66 personnes qui ont passé le niveau des 30 jours. Et au niveau de réadmission, nous avons eu 3 réadmissions, 4,5%. Il y a environ un mois, on n'en avait qu'une réadmission. Donc, avec l'augmentation de la taille de la cohorte, et au fil de notre expérience, on constate que nos réadmissions augmentent, malheureusement. Mais bon, on a plus de gens, plus de données. Donc, nous sommes à 4,5% de taux de réadmission. Et si on se sert de la valeur de référence de l'expérience de l'hôpital, l'expérience de l'hôpital pour l'exercice 2012-2013, et si vous regardez les patients atteints d'MPOC, ça c'est quelque chose qui a été soulevé par d'autres équipes, j'ai constaté la définition de ce qui amène un patient consulté en hôpital est difficile parfois à établir. Donc, dans ce cas-ci, les données que nous avons, c'est un diagnostic principal de MPOC pour l'admission et nous avons 10,1%. Donc, à 90 jours, sur 39 patients, comme vous le voyez, nous n'avons plus de réadmission. Mais par rapport aux données de l'hôpital, eh bien, cela se comparait à 17%. Donc, on est quand même bien en deçà de l'expérience de l'hôpital en fonction des données actuelles. Et donc, pour voir les choses, bon, on pourrait regarder l'hôpital général d'Ottawa, mais ce que l'on voulait faire, c'était plutôt nous servir de notre cohorte pour établir une comparaison. Donc, comme d'autres équipes l'ont fait, j'ai remarqué que Hamilton, par exemple, le faisait. Nous allons examiner les 12 mois préalables à l'inscription du patient au programme. Si on regarde leur visite à l'hôpital d'Ottawa, alors si on regarde notre cohorte, vous voyez que dans les 12 mois qui ont précédé leur recrutement, ils avaient 33 visites aux salles d'urgence, 21 admissions. Et si vous regardez de 6 mois à ce jour, nous avons 8 visites aux urgences
et ça s'est fondé sur 39 patients, et 8 admissions. Donc, de nouveau, bon, avec notre expérience, nous aurons une cohorte plus vaste et nous pourrons examiner cette situation pré-recrutement, post-recrutement pendant une période de 12 mois, mais jusqu'à présent, c'est concluant. On est très encouragé par ces données. Et notre dernière diapo concerne les aiguillages pour aider les patients à obtenir les bons soins selon les bons programmes. Peu de gens ont été aiguillés vers les soins palliatifs, c'est ce que vous avez en rouge. Et ensuite, parmi ceux qui ont été aiguillés en réadaptation, ce sont les barres bleues. Comme vous le voyez, le centre de réadaptation de l'hôpital d'Ottawa, donc l'avant-dernière barre, prend beaucoup de patients, mais on les envoie aussi à d'autres programmes de réadaptation dans la communauté. Donc, vous avez Montfort, Southwest Community Health Program, mais vous avez, comme vous le voyez, un grand nombre de personnes qui ne sont pas intéressées par la réadaptation, la dernière barre. Et cela en dit long sur notre besoin de faire participer les gens, mais aussi de les renseigner. Ça peut être difficile avec cette population. Alors voilà, je vais m'arrêter ici et je me réjouirai de répondre à vos questions. Claudia Amar. Merci beaucoup, Peter. Alors oui, nous avons une question de la part de Mélanie Rathgaber. Elle dit d'abord, formidable, les données que vous avez pu recueillir jusqu'à présent et les résultats que vous avez obtenus sur le plan de la diminution des visites aux urgences et des réadmissions. Elle demande si vous pourriez corroborer ces visites grâce à des données qualitatives. Alors, que disent les gens sur le programme qui les empêche de reconsulter à l'hôpital? Peter Henderson. Eh bien, c'est peut-être avoir une personne à appeler, une personne qu'elles peuvent contacter en cas de problème et avoir accès donc à une personne ressource ou alors la personne ressource en la personne de Wendy qui les appelle. Je pense que c'est le contact humain qui permet de réduire les visites. Donc, les patients connaissent cette personne, sont familiers avec elle et cela diminue leur niveau d'angoisse. Ce que d'autres groupes nous ont dit aussi, c'est que les patients, très souvent, reçoivent la visite de beaucoup de gens à domicile. Alors, il est important pour nous de coordonner les visites à domicile, car autrement, c'est trop pour le patient. Claudia Amar. Oui, et enfin, avant de céder la place à la conclusion, Mélanie Rathgaber dit que c'est très important d'avoir des données comparatives pour votre cohorte seulement. Elle dit qu'il est important de se concentrer sur la réadmission pour la MPOC, mais comme pour l'Ontario, vous avez une valeur de comparaison qui n'est pas exacte, en ce sens qu'on parle de diagnostic principal de MPOC, donc c'est problématique. C'est vrai que c'est véritablement problématique d'établir une comparaison. Alors, on avait l'intention de vous présenter des résultats sur l'enquête que vous avez faite à mi-chemin de ce programme. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Alors, je vous encourage à prendre connaissance des diapos que nous allons afficher, mais pour conclure, je vais vous dire que simplement, nous aurons des webinaires l'automne prochain, alors 22, 23 et 25 septembre. Donc, vous allez devoir déposer vos diapositives assez bientôt, le 7 septembre, et nous allons vous donner un horaire plus détaillé dans l'avenir. Sur une autre note, nous allons aussi élaborer le dernier gabarit de rapport. On vous a quand même dit lors des table ronde régionale de quoi il s'agirait, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit une analyse de rentabilisation, mais enfin, on est en train d'élaborer cet outil, on espère pouvoir le partager avec vous dès le mois d'août et vous devrez déposer votre rapport final d'ici le 2 octobre. Alors, plus de détails à suivre, mais avant de conclure aujourd'hui, on a quelques questions à vous poser quant à votre expérience aujourd'hui. Comme toujours, vous devez répondre de fortement d'accord à très en désaccord. Alors, je vais lire les énoncés. D'abord, ce webinaire a accru ma connaissance des facteurs à prendre en compte. Oh non, pardon, je lis le mauvais. Alors,
la rétroaction était utile, je pourrais appliquer cette rétroaction à mon initiative. 4, si vous avez des thèmes que vous aimeriez que l'on couvre lors des prochains webinaires, dites-le nous. Et enfin, y a-t-il autre chose que la FCASS pourrait faire pour mieux vous aider? Dites-le nous. Nous savons que nous avons peu de temps de discuter pendant ces webinaires. Alors, si vous avez l'impression que vous avez besoin de soutien additionnel, que vous voulez débattre de choses touchant à la mesure ou votre initiative, dites-le nous et on tâchera de coordonner. Alors, je vous laisse quelques instants pour compléter cette enquête affichée à l'écran.